Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle GA. On l'attendait tous avec une très grande impatience, puisque ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et pour cause, eh bien nous avons tout simplement eu une mise à jour de ce mode de jeu. Et oui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de mise à jour, si ce n'est le changement des divisions, des divisions tout simplement. Et donc, voilà, aujourd'hui la grande arène revient, toute neuve, avec beaucoup de changements que je vais évidemment vous énumérer, aujourd'hui. Ensuite, on parlera plus brièvement des changements de mon roster qu'il y a eu, depuis la dernière fois et évidemment ensuite il y aura le match, tout simplement donc le match, comme on a l'habitude et comme j'ai fait, dans les 10 saisons que j'ai record tout simplement. Donc voilà. Donc c'est la deuxième tentative de record puisque mon record a crash en plein milieu de ma vidéo et le fichier a été corrompu, donc j'ai tout perdu, j'étais vraiment super heureux. Enfin bref, on est parti. Alors, pour ce qui est de la GA en elle-même, il faut savoir que désormais votre principal income de cristaux pardon, va venir d'ici puisque votre arène des escouades ne vous rapporte plus aucun cristaux. Il ne vous rapporte plus que ces jetons ici et une poignée de crédit assez ridicule. Mais voilà, désormais votre income de cristaux viendra exclusivement de la grande arène. Et pour cause, désormais vous avez 170 cristaux quotidiens, enfin pour moi en tout cas, puisque je suis en Eurodium 1. Ça va varier en fonction de votre division, enfin de votre ligue. Si vous êtes Chromium, Bronzium ou Carbonite, ça va changer. Et évidemment, au sein d'une même ligue, vous avez des numéros, hein. Par exemple, Eurodium 2, il gagne 10 cristaux de moins. Eurodium 3, il gagne 20 cristaux de moins. Enfin bref, à chaque fois que vous passez un rang, on va dire, vous gagnez 10 cristaux quotidiennement. Ensuite, en victoire, comme en défaite, vous allez gagner des cristaux également. Donc moi, par exemple, je vais gagner 550 par victoire et 150 par défaite. Donc à chaque fois que je vais jouer un match de GA, peu importe l'issue, je vais gagner des cristaux. Évidemment, les victoires sont bien plus récompensées que les défaites, ça va de soi. Sinon, j'aimerais bien perdre tous mes matchs. Donc voilà. Et évidemment, comme à l'époque, si vous arrivez premier de votre pool de grande arène, vous obtenez également des récompenses. Donc une fois, ben là, ça va être commun. Les récompenses vont être communs à toutes les ligues, j'ai l'impression, mais moi, ça va être 750 cristaux si j'arrive premier. 2100 jetons de l'arène, des Get 1, des États, des Oméga, des matos de module, plus qu'avant d'ailleurs, ainsi que du gear. Ces gears-là, vous les reconnaissez sans doute, mais c'est ceux qui vous étaient donnés quand vous passiez en ligue supérieure. C'est quand vous passez Carbonite, Chromium, Bronzium, Eurodium, Kyber, tout ce bordel. Mais vu que vous n'avez plus les feats maintenant de grande arène, ils vous mettent les récompenses ici. Et ça c'est plutôt intéressant, donc voilà. Vous avez à avoir ces récompenses. Et donc arriver premier de votre semaine de GA sera toujours plus intéressant qu'arriver dernier, mais bien évidemment, mais ça a toujours été le cas. Donc voilà. Donc là, voilà, ce changement de l'arène des escouades vers la grande arène va réveiller beaucoup de joueurs, donc l'adversité en grande arène risque d'être beaucoup plus intéressante, puisque tous les gens qui la joué très peu sérieusement vont s'y mettre à fond, et les casus vont probablement commencer à arrêter de mettre des défenses auto, ou alors des full def. Ne serait-ce que pour récolter les récompenses. Là, je pense qu'il va y avoir un certain enjeu pour tous les joueurs, qui va être de jouer la GA. Pour les joueurs qui ne seraient pas niveau 85, il n'y a pas de souci là-dessus. Il me semble qu'ils ont prévu le coup et qu'en gros, vous allez avoir... alors, je sais pas si c'est déjà dans vos quêtes du moment ou s'ils vont créer des quêtes pour l'occasion. Mais tant que vous n'êtes pas niveau 85, vous allez avoir des quêtes qui vont vous rapporter des cristaux. Euh, pour, on va dire, limiter la casse, jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau 85. Et une fois le niveau 85 atteint, vous allez obtenir
Et bien tout simplement, les cristaux quotidiens et puis ensuite ce sera à vous de faire vos victoires, vos défaites et tout le tralala en carbonite, tout en bas ou en bronzium. Je sais pas à partir de quel niveau de GP c'est, le bronzium donc à vous de voir, mais voilà. Donc voilà pour ce qui est des cristaux, il y a pas sensiblement beaucoup de choses à dire, hein. C'est, voilà, vous ne faites pas de terrain des escouades et vous allez devoir faire votre terrain votre grande arène. Euh, Après, bien évidemment, libre à vous d'aller continuer l'arène des escouades pour aller chercher les jetons, puisque les jetons sont mine de rien utiles pour les prestiges. Par exemple, si vous allez farmer un exé et un vaisseau avec le kit 2 en même temps, il en faut quand même 1950 pour maxer toutes les capacités d'un vaisseau. Donc, mine de rien, ça peut être intéressant à farm. Euh, donc voilà. Ensuite, on va parler de la suite, puisque là, on a fait le tour du cristaux, j'imagine. On va parler du matchmaking. Donc le matchmaking va être basé sur votre niveau de compétence. Pour la faire simple, votre niveau de compétence, ça va être un système d'élo classique comme on peut en trouver dans beaucoup de jeux compétitifs ou même aux échecs, pour ceux qui suivent un petit peu les échecs. Euh, donc voilà, donc votre système d'élo va vous classer, on va dire, en fait, va être un indicateur de votre niveau. Cet indicateur va vous permettre d'affronter des adversaires qui auront plus ou moins votre niveau de compétence et, euh, et du coup ne pas vous retrouver contre des mecs qui ont 14 fois votre level, hein, parce que sinon ça serait vraiment pénible. Alors, ce système d'élo d'instauration, et ça c'est le problème sur tous les jeux, hein, on peut pas attribuer un élo aléatoire, ça serait complètement biaisé. Donc là, pour l'instant, le système d'élo est basé sur votre GP, pour éviter qu'un carbonite affronte un kyber, par exemple. Donc voilà, votre système d'élo est basé sur votre GP. Alors c'est vrai que c'est biaisé puisque un 5M6 sans GL n'a pas le niveau d'un 5M6 avec 2 GL ou 3 GL. Euh, mais, euh, mais en fait, ce système d'élo va avoir pour principe de changer très rapidement. En une ou deux saisons, on sera fixé, je pense. Mais voilà, votre système d'élo sera comme ceci. Et donc, la question que vous allez vous poser, c'est comment fonctionne un système d'élo. Donc, je ne sais pas si tout le monde va être familier avec ce système, donc je vais en faire rapidement le résumé. Alors, quand vous allez affronter un adversaire en, en gagnant, vous allez gagner des points d'élo, ici caractérisés par votre niveau de compétence. Donc, vous allez gagner des points qui va vous faire augmenter dans le classement. Et à chaque fois que vous allez perdre, vous allez tout simplement en perdre. Donc, ça, pour l'instant, c'est logique. Globalement, si ça suit un système d'élo traditionnel, si vous arrivez à battre un adversaire qui a beaucoup plus d'élo que vous allez gagner énormément de points. Et si vous perdez contre quelqu'un qui a beaucoup moins d'élo que vous allez perdre beaucoup de points. Alors on n'a pas pour l'instant les montants fixes d'élo que vous allez perdre ou gagner. Mais voilà. Euh, Au contraire, si vous allez gagner contre quelqu'un qui a beaucoup moins d'élo que vous allez pas gagner beaucoup de points. Et si vous gagnez contre quelqu'un qui a beaucoup plus d'élo, vous allez gagner beaucoup plus de points. Ça, c'est comment fonctionne un système d'élo traditionnel dans tous les jeux du monde. À titre de comparaison, c'est comme si aux échecs, Magnus Carlsen, donc le premier mondial, affrontait un mec, le dernier du classement. Ça serait un peu déloyal de lui donner énormément de points en sachant qu'il a battu un mec en deux coups parce que le mec en face s'est pas joué. Et bah là, c'est un peu le même principe. Si vous avez beaucoup plus d'élo, bah, vous n'allez pas gagner beaucoup de points parce que bah, au final, il n'y a aucun mérite. En fait, voilà, le système d'élo, c'est un peu un système de mérite. Si vous arrivez à battre un adversaire qui est beaucoup plus fort que vous, bah, on va vous récompenser comme il se doit. Et à l'inverse, si vous explosez un adversaire qui est complètement à la ramasse en termes d'élo par rapport à vous, et ben forcément, on va pas vous récompenser parce que voilà, c'est comme si vous avez. Bon, je vais pas faire de comparaison parce que là, ça va déraper rapidement, mais vous avez l'idée, hein. C'est comme si Magnus Carlsen aux échecs explose un mec qui a jamais joué de sa vie. Euh, ça serait pas étonnant quoi, de le voir gagner. Donc voilà. Donc voilà, le système d'élo au début sera forcément biaisé puisque dans tout jeu qui se respecte, on peut pas forcément donner un système d'élo
à tout le monde, sinon ça enfin, on peut pas vraiment donner un système d'élo précis basé sur, grand chose. J'aurais pu le faire sur, toutes nos wins et toutes nos défaites, depuis le début, de la GA, mais pour ça, voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué à faire, j'en sais rien du tout. Mais bon, basé sur l'HGP, ce sera très, très bien. Au départ, ce sera biaisé, mais au fur et à mesure, on arrivera à un système d'élo qui sera correct et où en gros les mecs, forts affronteront des mecs forts, les mecs moyens affronteront des mecs moyens et les casus vont se taper dessus. C'est un peu l'idée. Après évidemment, il y a des mecs moyens qui vont quand même réussir à se hisser, chez les forts et chez les whales. Ce qui veut dire qu'il va, tout simplement se taper contre eux et tout simplement, va perdre et c'est là où je veux en venir, c'est que en théorie, si vous jouez correctement, vous allez avoir globalement un matchmaking qui va vous faire en sorte que vous allez avoir 6 victoires et 6 défaites, un 50-50. Une victoire sur deux, c'est un peu l'idée, parce que votre match, bah, vous allez en gagner un contre un mec de votre level, ça va vous faire gagner de l'élo, qui va vous faire affronter un autre mec un peu plus fort qui lui, bah, va vous tomber, et ainsi de suite. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Donc voilà, vous allez tout simplement vous taper dessus et avoir une sorte de tournante. Ça me fait penser un peu au ping-pong, encore une fois. Enfin bref, ou aux échecs si on regarde les tournois d'un peu plus près. Donc voilà. Ce matchmaking, on va attendre vraiment de l'avoir bien en main, que les lots soient bien mis en place pour qu'on puisse vraiment bien saisir le truc. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris et voilà. Donc là, on a parlé des récompenses, on a parlé du nouveau matchmaking. Ah oui, juste de ce que j'ai compris, voilà, ce dernier ne sera plus basé sur le top 80 de votre roster. Donc l'optimisation de votre GP n'est plus utile du tout. Vous pouvez lâcher les chevaux, comme j'aime bien le dire. Euh, donc, euh, donc si vous aviez des persos que vous n'avez pas up parce que vous voulez pas monter votre GP, ça ne sert plus à rien parce que votre GP n'a été utile qu'à un seul moment. C'est pour vous classer en ligue. Donc moi, ça m'a permis de me mettre en Eurodium 1 tout simplement. Euh, mais ça, honnêtement, je pense pas que ça va changer puisque, à mon avis, le niveau de compétence sera désormais le nouveau facteur de compétence, enfin le nouveau facteur à prendre en compte pour la montée en ligue tout simplement. Un peu à la manière d'un Clash of Clans quand vous montez en ligue avec vos trophées. Voilà, c'est le même principe tout simplement. Donc moi, mon but, ça va être d'atteindre le Kyber 1, mais bon, ça risque d'être très 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 compliqué. Euh, voilà. Donc là où je voulais en venir ensuite, je vais mettre en pause le temps de me souvenir. Donc oui, c'était l'instant promotion justement, puisque j'ai quelques petites chaînes à vous proposer, j'en reparlerai plus tard pour d'autres. Mais comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Darkilou. Déjà, il a sorti une vidéo de 17 minutes à peu près sur la nouvelle GA et sur une petite réaction sur le dernier Bistro Cable, le numéro 17, très exactement, auquel j'ai participé. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo où il parle un peu plus en détail du match-up, de l'intérêt de la GP qui n'est plus aussi important qu'avant. Donc ça peut être intéressant d'aller voir sa vidéo qui résume un peu mon point de vue également. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller voir. En plus, il va record CGA en théorie, puisque le 5vs5, je sais que ça lui plaît beaucoup, beaucoup plus que le 3vs3 en tout cas. Donc je sais qu'il va record ses matchs et vous lui proposer. Donc voilà. Là, je vous conseille également la chaîne d'Atlantis, nouvelle arrivée sur YouTube, qui va essayer de record ses matchs également. Évidemment, les liens sont dans la description. Je vous invite à aller voir le dernier Bistro Kyber auquel j'ai participé. Tous les liens seront dans la description, évidemment. Euh, Parce qu'on a parlé de l'AGA, on a parlé de beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser. Ça dure 1h58, donc c'est très long. Mais je sais qu'il y a une partie sur la TBLS et la TW qui va pas intéresser beaucoup de monde. Donc à la rigueur, ça vous pourrez le passer, j'imagine. Donc voilà, il y a d'autres chaînes, mais ça je sais que je vais en reparler plus tard dans la vidéo, puisque j'ai déjà record cette vidéo en théorie, mais ça a crash bon sang. Et voilà. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Ah oui, et évidemment, je sais pas si Pepito ou Wampa Custom vont record leur match, mais c'est toujours intéressant de s'abonner à leur chaîne pour ne pas louper les vidéos qu'ils font quand ils en font. Donc, encore une fois, tous les liens sont en description, vous me connaissez à force, surtout si vous regardez ma description de temps en temps. Ensuite, on va parler des Omicron. Donc les Omicron, c'est la nouvelle feature dans le jeu. Alors non, ce n'est pas un nouveau variant du fameux virus qui traîne dans l'air là. Euh, Sinon, je vais me manger un patch du gouvernement sur ma vidéo, donc je vais éviter de citer le nom de ce fameux virus. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, Bref, je me suis perdu. Donc oui, les Omicron, donc c'est la nouvelle feature dans le jeu. Donc c'est un nouveau matériau de capacité, euh, au même titre que les États, sauf que ces matériaux de capacité vont cibler un certain mode de jeu. Donc vous allez avoir des Omicrons de TW, des Omicrons de TB, ainsi que des Omicrons de GA. J'ai pas vu si on avait d'autres, mais honnêtement, voilà, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Voilà, c'est mon expression préférée du moment. Ouais, donc il y a cette nouvelle feature. Honnêtement, moi, mes 3 premiers Omicron, peut-être même les 4 premiers, ce seront de la TW, puisqu'il y en a 4 qui m'intéressent énormément. Euh, les Omicrons de GA, malheureusement, les persos qu'ils en ont, je ne les ai pas. C'est Qui-Gon Jinn, j'ai 7 sans gear. Dark Sidious, j'ai pas encore farmé SE. Il y a. Attendez. Zamwell, je ne l'ai pas. Je vais pas farmer Lord Vador pour le moment. Donc voilà. Même si elle est très intéressante, son Omicron, j'en ai conscience. Starkiller, je vais pas le farmer pour l'instant, même si c'est prérequis. On va en reparler au cours de cette vidéo. Euh, Ouais, donc voilà, on n'est pas trop mal. Donc voilà. Ouais, il y a d'autres Omicrons, j'imagine, mais je les ai pas tous en tête, malheureusement. Mais voilà, pour l'instant, il y en a aucun qui m'intéresse puisque bah, je les ai pas. Par contre, les Omicrons TW risquent d'être exceptionnels pour moi et je vais tous bah, ceux que j'ai prévus, je vais les mettre et on pourra se kiffer la TW comme il se doit. Donc les Omicrons, voilà, faudra juste faire attention sur nos adversaires, vérifier qu'ils ne les ont pas. Donc je vais à chaque fois me rédiger une liste des personnages qui sont les Omicrons et aller vérifier en off si ces derniers les ont. Et je vous ferai un récap si évidemment les adversaires les ont, tout simplement. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un petit résumé, ma foi, fort sympathique de la nouvelle GA, hein. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou aller regarder la vidéo de Dark Lilou, puisque je sais qu'il a parlé en détail de pas mal de choses. Donc si j'ai oublié quelque chose, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a suffisamment de personnes qui ont traité la nouvelle GA pour avoir toutes les informations. Il y a le Bistro Kyber et Dark Lilou. Donc vous aurez en théorie voilà, beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, j'ai pensé intéressant de vous montrer mes avancées depuis la dernière GA, puisqu'il y a eu des avancées majeures. Et ça me semble assez intéressant de vous les montrer pour justement vous mettre à jour mon roster, puisque depuis la dernière saison, il y a eu quand même beaucoup de changements. Donc, ça me semble important de vous mettre au courant. En plus, je sais que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Je sais que par exemple, la conquête, voilà, ça intéresse pas forcément tout le monde. Ce que je peux comprendre totalement, hein. Faire des vidéos de conquête plus que la conquête en elle-même. Donc je peux comprendre que les gens regardent pas et puis voilà. Par contre, je sais que la GA, voilà, il y a beaucoup de monde qui regarde, ne serait-ce que sur ma dernière vidéo GA où justement je fais un peu, on va dire l'inventaire de mes teams. C'est une vidéo qui a fait énormément de vues en très peu de temps. J'en suis un peu même choqué. Euh, ouais, en voyant ça, justement, je me dis que voilà, tout le monde a vu ma vidéo, mais je préfère faire quand même un rapide résumé. Donc, depuis la dernière fois, j'ai eu le JML, donc j'ai terminé les prérequis très logiquement. Le JML et R7, donc j'ai presque fini son ult, je suis à 7 sur 10, presque 8 sur 10, il me manque très peu de tickets, donc ça me fait une JL de plus.
Et donc je suis sur l'exécutor en ce moment, hein, parce que là, il faut que je renforce ma flotte pour aller me récupérer le top 1 que je ne peux plus faire en fleet, parce qu'il y a encore les cristaux en fleet, évidemment. Donc j'ai passé le boss R5, il était R4. J'ai passé mon Boba G13 qui était G12, il est R2, je dois le passer R8. IG qui était G11, il est passé R3, donc il y a quand même eu un bon changement là-dessus, je dois le passer R5. Le Dengar doit passer R5, il était G11, quelque chose comme ça, donc j'ai presque toutes les pièces sur lui. Cad Bane n'est pas un prérequis, mais c'est un très bon pilote de la flotte Exé, donc il passera à minimum R5. Pour ce qui est des BH, on a fait le tour, il y en a pas beaucoup, donc c'est cool. Mon Vator était R4, je l'ai passé R7, donc ça c'est cool. Faut que je vous trouve la faction Empire, ça sera toujours mieux. Mon Piet était G0, il est passé G10, presque G11. Donc cette pièce-là, je l'achète avec les quêtes 2 et ça, je le farm pour les tickets lumineux, donc j'utilise mon énergie sur des nœuds normales. Lui, il était G10, il est passé G12, G13, puisqu'il doit être genre, je dois le passer R3, il me semble, pour l'event. Donc là, pour l'event, on a tout ce qu'il faut. Je vous ai montré ce qu'il faut. Ensuite, j'ai mon Quill à passer, j'ai 7 étoiles. Alors, faut plus que je trie par puissance, mais là, faut que j'aille dans mes favoris. Donc voilà, le Quill est ici. Donc là, ouais, je dois le passer 7 étoiles afin qu'il ait, que je puisse faire l'event BAM, puisque BAM, je dois le débloquer, le passer R5 parce qu'il est pilote du Razor Crest, qui lui est un excellent vaisseau de la flotte exécuteur, mais qui est aussi un prérequis. Avec cette conquête qui en ce moment, j'ai farmé l'éclat qui me manquait, il m'en manquait un seul. Donc j'ai acheté un lot de 5 malheureusement, donc j'ai 4 en rab. Mais bon, ça fera de la monnaie d'éclat, écoutez. Donc voilà, le Razor Crest est prêt. Tous les autres prérequis de BAM sont déjà 7 étoiles, donc ça c'est cool. Le IG est passé en drop x2 au début de mon farm, donc ça c'était super cool. Donc voilà où j'en suis rendu pour ce qui est du farm de l'exécutor, qui devrait arriver minimum janvier, maximum février. Et avec l'income en cristaux, il devrait peut-être passer 7 étoiles très rapidement, fin mars, début avril. Donc ça c'est très intéressant pour nous. Donc voilà où j'en suis rendu en amélioration. J'ai pas farmé autre chose que ces prérequis, me semble-t-il. J'ai passé ma Nest G12, mais ça c'était pour la conquête plus qu'autre chose. J'ai farmé quelques modules, mais ça ça je le fais tout le temps, toute l'année. Donc forcément, il y a un moment où il y a de l'évolution, quoi. Donc voilà, ouais. Là, quand je regarde, il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit en termes de up. Donc voilà. J'ai eu 4 R5, je sais pas si je l'avais à la dernière saison. Me semble oui. Mais sinon voilà. Donc voilà. Ouais, on est bon. J'ai des farms de prévues, mais ça on en parlera un peu plus tard. Là on va parler des nouveaux marquis caractères prérequis de Starkiller. Alors Starkiller, c'est pas un perso qui m'intéresse pour l'instant puisqu'il faut passer les marquis 7 étoiles R5. J'ai d'autres farms en priorité et puis j'ai pas envie de mettre un SMIC pour passer les étoiles. Honnêtement déjà voilà. Ça va être très compliqué d'avoir Starkiller demain ou d'après-demain, je sais plus quand commence l'event, honnêtement voilà. Comme je l'aime bien le dire, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Même si je reconnais volontiers la puissance de Starkiller, hein, le personnage est violent, le kit est très violent, les animations sont somptueuses. Par contre, les marquis caractères ont cette superbe idée d'être très puissants, même low gear. Et je vais vous parler de deux d'entre eux. Les deux autres, je vais laisser sur le banc de touche, on en parlera quand je les débloquerai. Mais voilà. Donc j'ai passé Dark Talon niveau 72 pour pouvoir exploiter son unique cryothécite. Alors l'autre, je l'ai passé 7 étoiles, mais au final, je me rends compte qu'elle était pas terrible. Mais je vais vous parler de celle-ci qui justement vous nécessite le niveau 72 pour la passer au niveau 7, cette capacité. Qui n'est pas un zeta ni un oméga, hein, c'est le niveau 8 pour le zeta ou l'oméga. Donc voilà. Alors là voilà, donc je vais vous lire le kit.
Au début de la bataille, Dark Talon obtient le camouflage pendant un tour, donc ouais, vite fait intéressant. Les alliés Sith obtiennent 30% de santé maximale, 30% d'attaque et plus 20 de vitesse. Donc 30% d'attaque, hein, pour le tankiness, c'est vraiment intéressant. Plus 30%, si vous le mettez sur un perso relique, ça fait quand même beaucoup de santé en plus. Plus 30% d'attaque, honnêtement, sur une team DR, c'est très violent, puisque bah voilà, vous avez beaucoup d'AOE. Si tous les ennemis sont choc, la SP1 de Bastila va faire beaucoup de dégâts. Surtout que la mienne a été remodée pour de l'attaque. Mais ça, c'était juste parce que j'avais besoin de voler ces modules de speed pour mon Revan. Mais voilà, je lui ai mis un 7 d'attaque, donc le plus 30 d'attaque va faire sacrément plaisir. Et plus 20 de vitesse, et c'est là en fait tout l'intérêt de cette unique. En fait, si vous mettez ça sous DR, ça veut dire que votre DR, votre Bastila, votre Malak vont avoir un plus 20 de vitesse. Donc en gros, pour la faire simple, un DR à 320 speed, on a 340, un DR à 300, on a 320, 280, 300, etc. etc. Donc en gros, vous rajoutez 20 speed à vos personnages. Et c'est ça en fait qui va être intéressant, c'est qu'en fait, outspeed votre DR avec ce personnage en allié va être très intéressant. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cette unique continue de fonctionner même si Dark Talon est mort, est morte, pardon. Euh, Pendant toute la durée du combat, hein. Bon, après, si votre adversaire relance un combat, évidemment, et ben, vous perdez la speed dessus. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est déjà pas mal pour un premier combat. Donc, si vous pouvez faire perdre des bannières à votre adversaire, on est sur quelque chose de très intéressant. Et on va pas s'en plaindre. Donc voilà, j'ai up ce perso justement pour ça. Et en plus, le bonus d'attaque est bienvenu. En plus, j'avais nerfé, du coup, comme je vous disais, ma BSF qui était à quelque chose comme 308 de speed, elle est tombée à 280. Et justement, avec Dark Talon, elle repasse au-dessus de la barre des 300 sans que j'ai à toucher à ces modes. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Voilà, en fait, le perso, je l'ai juste passé 72 en termes de niveau. Je lui ai même pas mis sa troisième étoile. J'ai pas up ses autres spéciales. Je l'ai juste passé G7 puisqu'il fallait G7 pour créer tes sites. Mais honnêtement, voilà, je l'ai pas passé autre chose. Donc ce personnage, on va l'utiliser seulement pour son unique. Donc la Dark Revan finira en défense quand je mettrai Dark Talon dedans. En attaque, on essayera de faire 100 parce que Dark Talon, elle va se prendre une AOE de l'espace, elle va mourir. Et ça, c'est pas très agréable pour les bannières. Donc voilà. Aussi, oui, en fait, non, ce que je dis des bêtises, mais loyauté éprouvée, je l'avais up, parce qu'en gros, quand elle passe en dessous des 100% de sa santé, elle donne le tank, la raillerie au tank, donc à Malak ainsi qu'au soldat Sith. Donc ça, c'est intéressant. Donc au final, oui, j'ai bien fait de la up, mais c'est vraiment le seul intérêt de sa deuxième unique. Donc voilà, pour ce qui est de Dark Talon, je vais pas revenir plus longtemps dessus. Ouais, c'est juste que je vais vous le dire quand même, mais mon DR est à 320 speed, donc ça fait un 340 de speed, ce qui est vraiment très très intéressant, sans forcer. Après, évidemment, nos adversaires peuvent faire exactement pareil en offense, c'est-à-dire qu'ils mettent Dark Talon de leur team, donc ça leur permet d'outspeed votre DR, ce qui au final annule l'effet de Dark Talon, on est bien d'accord. Mais si l'adversaire n'a pas pensé à lire le kit de Dark Talon, bah en fait il l'a dans l'os, et ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, oui, donc les vidéos, pardon. Mes défenses, je vais pas les passer en review. Enfin, je vais les passer en review, celles que j'ai posées pour ce match. Mais je vais pas revenir au cas par cas, puisque tout ça, je l'ai fait dans une vidéo à part qui sera évidemment dans la description. Donc je vous invite à aller la voir, même si j'imagine qu'au vu du nombre de vues, vous l'avez déjà vu. Donc voilà, mais ça mange pas de pain, donc je vais vous remettre le lien en haut de la description. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième personnage, mais je vais juste faire une pause dans le record, j'ai pas envie de recommencer une troisième fois, donc je vais juste m'assurer du truc. Hop, comme je vous disais, j'ai mis une petite pause dans le record, histoire de, voilà, de pas avoir un fichier corrompu, ça m'énerverait de recommencer une troisième fois. Alors, donc oui, on en était là, donc je vais vous présenter Marajad, ce personnage que j'affecte tant. Déjà, juste avant de lire son kit, je vous le dis tout de suite, c'est un perso que je vous invite vivement à farmer. Je vous invite à la considérer, c'est ce que j'ai failli dire par accident, mais bon, au final, ça revient au même. Euh, pour vous dire, à peu près tout le monde la recommande. Ce personnage est déjà en farm obligatoire dans certaines guildes, dans certaines hautes guildes à haute GP. Enfin, on vous conseille pas, enfin, on vous demande pas de la whale, mais en fait, tout le monde vous conseille de la G11 3 étoiles avec double zeta. Je vais vous lire le kit et vous allez
très vite comprendre pourquoi. Si vous êtes free to play, pardon, ouais, si vous êtes free to play et surtout si vous êtes débutant, ce personnage, je vous conseille de le up si vous avez Vador, Hippie, et cetera. De toute manière, tout le monde a, Vador, Hippie, et cetera. Tous les débutants se dirigent parce que tout le monde vous conseille ces personnages et au final, c'est pas étonnant, bon, c'est tellement des bons personnages que voilà. Et justement, Marajad va venir drastiquement booster cette team. Heu, donc voilà, et si vous êtes débutant et que vous avez, des états en rab, ce qui m'étonnerait, mais au cas où, je vous conseille de mettre les 2, mais vous allez pouvoir faire sans, je vous rassure. Donc je vais vous lire le kit, je vais présenter tous les avantages, et vous allez comprendre que ce personnage est très fort. J'ai déjà fait une vidéo sur les marquis caractères, mais je pars du principe que tout le monde l'a pas vu. Heu, donc voilà. Mais, heu, mais voilà, je vais vous lire le kit et vous allez comprendre tout simplement la violence de ce personnage, quoi. Alors, donc inflige 2 fois des dégâts spéciaux à une cible ennemie et inflige la confusion. Donc là, déjà, on a une basique qui inflige la confusion. Généralement, c'est des AOE qui infligent la confusion. Mais là, on a une basique. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc c'est cool. Si l'empereur Palpatine est le chef, il est invoqué. Si c'est son tour, si c'est le tour de Marajad. Dans le cas contraire, ouais, c'est un allié qui dispose de pions utiles. Mais en fait, pion utile, vous ne l'avez que si c'est pas Palpatine qui est en emplacement chef. Dans mon cas, ce sera toujours Palpatine chef, puisque j'ai l'intention de jouer Palpatine chef, tout simplement. Donc le restant du kit ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, on a l'aspect 1. L'aspect 1, c'est un dispel de masse. Dissipe toutes les améliorations. Sur la team adversaire, évidemment. Donc ça, déjà, c'est très violent. Donc si l'adversaire dispose d'un bonus de ténacité, eh ben, il l'a dans l'os, puisque ça se fait dispel. Je sais pas si ça peut être évité, donc la prévoyance, je sais pas si elle peut être dispel, mais il me semble que non. La prévoyance aura toujours la priorité. Mais admettons qu'il n'y a pas la prévoyance, bah déjà ça va dispel tout bonus de ténacité, etc. Donc voilà. Ensuite, ça inflige la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est quoi? C'est l'inverse de l'immunité au coup critique, c'est-à-dire que votre adversaire va systématiquement prendre un coup critique tant qu'il a la vulnérabilité. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis inflige des dégâts spéciaux à tous les ennemis, hein. C'est une AOE qui fait des dégâts, c'est sont toutes classiques. Et inflige un malus de ténacité pendant un tour. Donc ça vous permettra non seulement d'enlever les bonus de ténacité, mais de mettre également un malus de ténacité. Donc ce qui vous permettra tout simplement euh, de rentrer vos malus plus facilement. Sans le zeta, c'est ce que ça fait. Si on rajoute le zeta, ça fait qu'en gros les ennemis souffrant de choc et les Jedi subissent le double des dégâts, donc ça fait plus de dégâts. Mais avec un Vador G13 dans votre team, déjà ça fera suffisamment de dégâts. Donc le Zeta, on va dire qu'il est optionnel, mais moi je l'ai équipé parce que c'est pas en rab quoi, c'est pas de trop. Donc ensuite, là je vais vous lire la capacité sans le Zeta et puis on rajoutera le Zeta juste après. De toute façon ça se rajoute à la fin là dans l'espace vide ce que fait le Zeta. Donc voilà. Donc sans le Zeta, ça inflige des dégâts spéciaux à tous les ennemis. Donc c'est une AOE quoi. Inflige un malus d'attaque. euh, et faut pas pendant 2 tours. Donc le malus d'attaque, c'est déjà pas mal, hein, ça réduit pas mal les dégâts adverses. Et ensuite, ça inflige le faux pas. Donc le faux pas, c'est quoi? C'est le fait que la prochaine attaque que va subir votre ennemi qui a le faux pas va enlever tout son TM. Donc avoir cette capacité pour casser le TM d'un team adverse, c'est super intéressant. Donc voilà. Marajad obtient le camouflage pendant 2 tours. Donc ça c'est bien, c'est que votre Marajad à 13 étoiles G11 n'aura pas forcément une défense, une prot et une santé considérable. Donc en fait, utiliser cette capacité en premier, en tout premier, en outspeedant votre adversaire, ça peut être intéressant pour protéger votre Marajad. Donc ça c'est cool. Et un bonus de jauge de tour de 1,25% pour chaque affaiblissement infligé par cette capacité. Donc vu qu'elle va infliger beaucoup de, de malus, ça va faire pas mal de TM. Donc en théorie, comme un Vador, elle va pouvoir récupérer beaucoup de TM, quitte à faire un tour bonus. Le Zeta, ça rajoute le faux pas en plus du malus d'attaque et du faux pas. Donc ça vous fait le choc en plus et ça c'est intéressant.
Et aussi le zeta, ça fait que si l'empereur est dans l'emplacement chef, il obtient également le fameux 1,25% de jauge de tour pour chaque affaiblissement euh, octroyé. Donc en fait, le zeta, ce que ça rajoute, c'est qu'en gros, ça va rajouter le choc à tous les ennemis et ça va faire en sorte que Palpatine joue très vite. Je vous rappelle que si tous les ennemis si un ennemi est choc, l'AOE de Palpatine va augmenter les chances de stun. Donc en gros, c'est l'idée, c'est qu'en gros, ce Zeta va booster le stun de Palpatine. Je tiens également à vous rappeler quelque chose de super important, c'est que vous avez les fameux 1,25% de jauge de TM pour chaque affaiblissement que vous infligez avec Marajad, mais vous avez également 20% de jauge de tour pour chaque affaiblissement que vous infligez à un ennemi avec un personnage de l'Empire. C'est-à-dire que déjà vous avez 60% de jauge de TM avec Marajad qui va infliger... bah en fait non, parce qu'en fait elle va infliger 3 malus par ennemi, mais c'est 20% de TM par ennemi. Donc 60% x 5, en plus des 1,25% x 3 avec tous les ennemis, quoi. Donc en gros, vous allez avoir un train de thème qui va être explosif. Je pense que le mot est plus que bien choisi. Donc en gros, votre Palpatine va gagner beaucoup de TM, votre Marajat va gagner énormément de TM, et votre Vador, je vous en parle même pas. Euh, donc là, vraiment, vous allez avoir trois personnages qui vont avoir un contrôle absolument dérisoire de la team adverse. Donc là, je sens qu'on va bien se marrer. Euh, donc voilà, je vais juste vous lire l'unique. On va finir par ça, tout simplement. Donc je vais vous lire la capacité niveau 7. Le niveau 8, c'est un Omicron, donc c'est pas intéressant. Donc si l'empereur Palpatine est dans l'emplacement de chef au début de l'affrontement, les alliés Sith et de l'Empire obtiennent 20% d'attaque et de pouvoir, donc ça c'est bien, hein, plus de dégâts, plus de malus, c'est toujours intéressant. Tac 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 tac. Marajad a 10% de chance de coup critique, ouais, parce que j'ai pas lu, ce que j'ai pas lu, c'est parce que c'est quand Palpatine n'est pas en lead, quoi. Mais moi, Palpatine sera toujours en lead, donc voilà. Donc Marajad a 10% de chance de coup critique, de dégâts, de chance de coup critique, de dégâts critiques et d'attaque pour chaque allié qui dispose de pions utiles. Ouais, en fait, ça j'aurais pas dû le lire puisque c'est quand c'est pas Palpatine en lead. Au début des tours de Marajad et de l'Empereur Palpatine, elle obtient du cumul de mains loyales. Je vous dirai après ce que ça fait. Si Jikel est dans la team adversaire, il prend la cécité pendant un tour. Et donc ouais, main loyale, ça fait 10% de prot max et d'attaque pour pour chaque cumul, en sachant que c'est 20 cumuls max et vous en gagnez quelque chose comme 3 à chaque début de tour de Palpatine et de Marajad. On va lire exactement ce que ça fait. Marajad, ouais, au début des tours de Marajad et de l'Empereur, Palpatine euh, et de l'Empereur, elle obtient un cumul de Maloyal. Euh, Oui, donc en gros, à chaque tour, vous gagnez un, comment dire, un cumul, en sachant que j'ai fait mes calculs, bah, j'ai testé ça en event marquis, elle peut jouer jusqu'à 3 tours d'affilée, donc ça lui fait 3 stacks. Ensuite, généralement, c'est Palpatine qui joue ensuite, puisqu'il a le train de TM de Marajad. Ça lui fait un quatrième stack, donc vraiment en début de combat, elle a déjà 40% d'attaque, 40% de prot max. Donc ça peut être vraiment super intéressant à exploiter ces fameux stacks. Donc voilà. Et en gros, avec 20 cumuls, ça peut vous faire jusqu'à 200% d'attaque et 200% de prot max. Donc va tuer une Marajat qui a 20 stacks, bonne chance quoi. Surtout G13 R5, ou plus encore. Plus si affinité comme on dit. Deux choses à vous dire sur ça. Déjà, le cinquième personnage, moi j'ai le pilote TU en ce moment, parce que j'ai pas forcément mieux, mais j'ai quelques propositions à vous faire. Alors, vous pouvez mettre puisque déjà ça peut vous donner des techs qui peut être intéressant, notamment le Blast Tech qui va vous donner 10% de TM si l'ennemi arrive par miracle à jouer un tour. Mais en plus, il va réduire le TM sur sa basique quand il fait une assist. Donc ça pourrait être intéressant. Je peux vous conseiller le Moff Gideon également, puisque ce dernier peut retirer tout le TM de tous les ennemis en même temps. Donc c'est intéressant. Ce que je peux vous conseiller d'autre, ça peut être
Piet, puisqu'avec ses stacks de pièges de l'empereur, bah, il va encore booster votre attaque de plus. Donc vous pouvez avoir une team complètement over-cheatée, hein, on est bien d'accord. Ce que je peux vous conseiller d'autre, ça peut être Tarkin, si vous n'avez pas grand chose de mieux que tout ce que j'ai cité pour l'instant pour faire du retrait de TM sur sa SP1. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre qui pourrait être vraiment intéressant? Bah, moi j'ai mis le pilote parce que j'ai pas forcément mieux, mais on va dire que son AOE Ability Block ainsi que le fait d'empêcher les améliorations adversaires, c'est assez intéressant mine de rien. Surtout que c'est considéré comme des malus, donc il va gagner du TM, puisqu'à chaque malus il va récupérer 20% de TM, je le rappelle. Ouais, Piet, Gideon, Watt, Tarkin et le pilote. Ça me semble déjà être pas trop mal. Si d'autres idées me reviennent, pourquoi pas. Par contre, moi, ce que j'éviterais quand même, c'est le Wattembor, parce que Wattembor est quand même bien meilleur ailleurs, hein, qu'on se le dise. Mais surtout, faire une full team Empire, c'est toujours mieux pour bien profiter des kits de tout le monde, hein. C'est toujours plus intéressant. Donc le Wattembor, pour moi, c'est celui que j'éviterais, mais sinon, pour le reste, c'est totalement viable, et voilà. Et du coup, oui, je vous avais parlé tout à l'heure de personnages dont je dois encore faire la pub. Je vous conseille vivement la prochaine vidéo de Ndalbil. Si vous savez parler anglais, du moins que vous comprenez l'anglais, c'est une chaîne que je ne peux que vous conseiller vivement. Depuis mes vidéos, depuis le début de mes vidéos GA, sa chaîne est toujours en description puisque, à mon sens, c'est un des meilleurs joueurs de Star Wars Galaxy of Heroes. Du moins, c'est celui le plus intéressant. Peut-être pas le meilleur, mais le plus intéressant. Puisque ce dernier va beaucoup pratiquer les soft counters, les team control et tout ce genre de choses. Et je sais que Marajad est ce genre de personnage, le Moll de conquête, le Boba de conquête, euh, Kyle Katarn, Dash Rendar, Dark Talon, c'est tous des personnages dont il va faire le theory crafting, j'imagine. Enfin, je le connais, je regarde ses vidéos depuis le début de CGA. Donc ça fait 24 saisons que je regarde quand même. Donc ouais, comme je disais, ça fait 24 saisons que je regarde, donc à force je commence à connaître le personnage, et je sais que ses prochaines vidéos GA risquent d'être très intéressantes. Pour moi, comme je le dis, hein, c'est mon mentor sur le jeu, j'ai quasiment tout appris en regardant ses vidéos. Donc s'il y a bien une chaîne américaine à regarder, franchement c'est la sienne, donc n'hésitez pas à aller voir. Après il y a Xareth, chaîne toujours en description d'ailleurs. Heu, mais j'avoue que moi c'est une chaîne que je regarde assez occasionnellement, donc à regarder si vous avez du temps, mais c'est optionnel pour le coup. Mais Ndalbil, franchement, si vous savez parler anglais, franchement, je ne peux que vous la conseiller. Déjà, ça travaillera votre anglais, c'est pas perdu. Mais en plus, voilà, ces vidéos sont d'une importance capitale pour moi. Donc, vraiment, si vous pouvez regarder, ben, faites-le parce que je sens que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et moi, j'attends ces vidéos avec impatience. Euh, donc, c'est pour dire. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des marqués caractères. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Quel Katarn et Dash Rendar, je les ai pas unlock parce que justement j'ai trop de choses à farmer. Donc ça sert à rien tout simplement. Donc voilà, on va se retrouver pour la défense. Et puis ensuite on passera à l'attaque. Je vais tout faire dans cette partie de la vidéo, comme ça je la découpe en trois. Puis voilà. Ensuite on passe, il nous restera juste à passer à phase d'attaque. Bon, cette vidéo va durer très longtemps, mais je vous rassure, ce sera pas pareil pour toutes les autres, hein. Là, j'ai fait le résumé des mises à jour, j'ai parlé des Omicron, j'ai fait le résumé de mes farms, j'ai parlé des nouveaux personnages, donc forcément, ça fait une vidéo qui va être très longue, elle va peut-être taper la barre des 1h, 1h20. Mais encore une fois, c'est exceptionnel. Vous aurez pas ça pour les prochaines. Les prochaines, on retournera à un format entre 20 et 40 minutes, tout simplement. Donc, pour ce qui est des défenses, je sais qu'en face, il y a de fortes chances que je prends une défense automatique. Donc, j'ai nerfé ma défense. Vous allez comprendre qu'au final, je l'ai pas tant nerfé que ça, je vais vous montrer. Et donc, ouais, j'ai vraiment gardé très lourd en attaque, mais ça, vous le découvrirez au moment de la phase d'attaque, mais ce qui arrivera très vite pour vous, puisque vous, ben, vous avez toute la vidéo d'un coup, quoi. Donc, en défense, j'ai mis ma GG. Ma GG, je peux m'en servir pour counter des CLS 2.0, mais c'est à peu près tout ce que je fais avec cette team. Sinon, elle finit en défense, ce qui est le cas ici. En plus, mon adversaire, je vous ai pas montré le roster, mais je vous le montrerai après. Euh, mais en gros, il n'y a pas Revan dans sa team. Tac. Donc voilà, j'ai mis Grievous, donc une très grosse team qui peut casser la bannière, qui peut empêcher beaucoup de counter.
Ensuite, j'ai une Motma avec les prérequis de JML. Donc là, on a 3 énormes AOE. On a le Biggs qui gagne beaucoup de TM quand il est frappé ou par un perso de l'Empire ou qu'il subit un crit. Donc voilà. Ensuite, on a une Nude Gunnery avec Doku. Donc les deux personnages sont assez relous. En plus, ils vont se mettre invisibles si Doku a le temps de jouer. Ensuite, on a Mission Zalbar qui est un duo de vauriens vraiment intéressant. Euh, Surtout quand on le met pas sous Curse Lead pour éviter les Kylo solo, hein, très intéressant ce Kylo solo on pourra peut-être faire au cours de cette saison. Et ensuite on a la Leia Organa qui est un prérequis de JML que je vais essayer d'utiliser au mieux en défense. Donc tous les persos sont modés, j'y ai veillé, histoire de voilà, qu'ils aient un minimum une chance de jouer, donc voilà. Mes Géonosiens qui sont en défense, cette fois-ci ce sera pas le cas de toute la saison, puisque mes Géos, j'aime bien les avoir en offense, ça m'apporte une certaine flexibilité pour tomber notamment des teams BH, des teams NS, ce genre de trucs. Mais là, je les ai mis en défense parce que je sens la défense automatique me tomber dessus à planer. Donc je les ai mis en défense. Donc voilà. Ensuite, on a une phase malide, hein, c'est les prérequis de SLKR qui me servent à rien. Ah, il y aurait peut-être l'officier qui aurait été peut-être intéressant de garder en offense. Que j'aurais pu mettre Kylo à la place en fait, dans le sens où bah, là je vais pas pouvoir faire de solo en théorie. Donc voilà. Ensuite, j'ai une RJT. RJT, c'est un peu le même principe. Elle sera parfois en offense, parfois en défense. J'aime beaucoup RJT puisque ce qui est intéressant, c'est que en fait, les gens ne savent pas forcément quoi utiliser contre cette team. Donc, ils y vont un peu en YOLO. Soit ils overkill, ce qui m'arrange. Soit ils sous-estiment et ils perdent. Donc, cette team-là, je suis plutôt content. Toujours un petit peu tricky. En plus, 3D persos sont reliques puisque c'est des prérequis de GL, donc forcément, ça aide. Donc voilà. Dans le bac, j'ai mis Dark Traya avec le Maraudeur ainsi que Dark Talon, donc pour profiter de l'unique de Dark Talon comme d'habitude. Puisque Dark Raven, je l'ai gardé en offense puisque je sens la défense automatique. Euh, donc, euh, donc forcément, j'ai pas envie d'avoir des bannières mauvaises en me prenant une AOE sur Dark Talon. Donc je l'ai mis en défense avec le Trium. Le Trium, encore une fois, je vais peut-être pas pouvoir l'utiliser en offense, puisque en offense, je sens la défense automatique. Donc la défense automatique, ça va être des teams qui vont pour la plupart être leak. Donc on évite tout simplement de se mettre des bâtons dans les roues, tout simplement, et se retrouver à utiliser à devoir two-shot, voire tri-shot des teams, alors qu'en gardant mes meilleurs teams, je vais tout simplement voilà, pouvoir rouler sur la défense adverse. En sachant qu'en face, il n'y a qu'une seule GL, donc ça, les défenses automatiques, quand vous avez la supériorité en GL, c'est toujours bon. Donc voilà. Ensuite, on a une team NS que je pose quasi systématiquement. J'ai pas la Dakar Relic, donc je peux pas la garder en offense pour tomber de la GG. Mais de toute façon, en face, ce sera de la défense automatique encore une fois, donc on n'aura pas le GG complète. Ensuite, on a une Kira Nest avec deux BH qui sont en train d'être montés pour l'exécutor. Et justement, un des personnages qui est habituellement sous Carslead chez beaucoup de gens qui posent Carslead en défense. Mais moi, voilà, encore une fois, je veux éviter de me prendre un Kylo solo, donc je mets pas une Carslead, je dispatch les persos de la Carslead justement pour les utiliser de façon un peu plus intelligente et réfléchie pour éviter justement un Kylo solo. Là, je pense pas que cette team puisse être Kylo solo, puisqu'on a quand même de la B-Block avec l'aspect 1 de IG, on a le stun de Cat Bane, on a un stun sur Nest, on a un plus un Daze pour éviter la retrieve, et on a ensuite faux pas sur Kira. Euh, donc là en face, vraiment, c'est très compliqué pour un Kylo solo d'arriver à faire un solo, logique. Hop. Donc oui, il fallait poser 9 teams. J'en ai posé 9. J'ai pas eu de soucis, visiblement. Je sais que beaucoup galèrent parce qu'ils ont le roster assez limité. Mais moi, en Eurojump 1, je suis plutôt correct pour poser 9 teams. Donc ça me pose pas trop de soucis. Et je pense que même 11 teams n'aurait pas été un souci pour moi. Donc voilà. En défense, on a les vaisseaux de l'Empire qui peuvent être vraiment très pénibles en défense. Et on a une flotte malo, une flotte malveillant. En renfort, j'ai les deux Géos ainsi que le Faucon Millennium Rebelle que j'ai le luxe de mettre en défense. Et pour la flotte Empire, en renfort, j'ai la navette, le bombardier B28 et j'ai le vaisseau de IG 88. Maintenant qu'il est relique, il est assez violent, donc ça peut être intéressant de l'avoir en défense.
Je vais vous montrer juste, ne serait-ce que les vaisseaux, vous allez comprendre que l'adversaire n'a pas beaucoup de chances de win. Donc il a ni Nego, ni Malvé, ni Executor, ni Finalizer, ni Radius. Donc très compliqué pour l'adversaire de faire quoi que ce soit. Il va pas pouvoir poser une défense sensationnelle, donc c'est pour ça que voilà, j'aurais même pu poser mon Ego en défense. Pour vraiment être sûr de le bloquer, mais bon, c'est pas terrible, je sais qu'en face il va avoir garder Finalizer et Nego, ça va être plutôt intelligent. Après, peut-être que mon adversaire, en voyant qu'il n'y a plus de cristaux dans l'arène des escouades, va jouer un peu plus compétitif son arène, sa grande arène, mais j'y crois moyen. Ensuite, son BTL est 3 étoiles, son chasseur druide vautour est 3 étoiles. Il n'a pas de Faucon Millennium puisque ses vaisseaux chasseurs de primes sont 2-3 étoiles. Il peut faire une petite flotte séparatiste, pourquoi pas, avec la Chimera. Il peut faire une petite flotte empire, visiblement, parce qu'il doit avoir le vaisseau de Vador. Bah, il doit avoir le vaisseau de Vador, puisqu'il a son Vador R7 quand même. Son bombardier est pas mauvais. Mais il y a quelques petits trucs. Son Anakin est monté, puisque forcément il a SE. Il a la navette. Par contre, son Dent de Molosse n'est pas 7 étoiles, donc pas terrible. Mais voilà, en gros, sa flotte, je vais pouvoir lui rouler dessus, malheureusement pour lui. Donc voilà. En termes de personnages, j'ai l'avantage en termes de GL, donc j'en ai une de plus. Mais bon, j'ai pas fait le salaud en poser une en défense, je vais garder les deux en offense pour être sûr de full clear aisément un éventuel, comment ça s'appelle? Une des photos. Donc il a tous ses prérequis de SE, hein, très classique, hein, vous l'avez bien compris. Par contre, mon adversaire a des trous énormes dans son roster. Euh, il a pas la GAS 501ème, il a même pas le Lark Trooper, c'est pour dire. Il a pas Revan, donc si vous regardez bien, il a pas Revan. Euh, Façon Jolly et sa Bastille, voilà, sa Bastille est 5 étoiles, il faut avoir Bastille 7 étoiles pour avoir Revan. Son Jolly est Logia. On n'a pas de JKL en vue. J'ai déjà regardé, il a pas les Omicron sur Qui-Gon, sur Zam, sur tous les persos qui ont des trucs. Par contre, il a quand même une belle Padmé, hein. Sa Padmé R7, JK R7, Anakin R7, Asuka R7, Barris R7, full Zeta. Donc on a quand même quelque chose d'assez intéressant en termes de team en face. Il a un Yoda R7 aussi. Donc c'est plutôt intéressant. Il peut faire une Bastille, mine de rien, puisqu'il a le Zeta dessus. Donc il peut faire un Yoda, Plo Koon, Ezra, Jolie, ce genre de truc. Mais pas de Revan. Ensuite, il a pas DR. Bon, il a une très bonne BSF, mais il doit la mettre sous Vador, j'imagine. Ou il doit faire une très bonne molle lead avec Sidious, le Maraudeur, BSF, ce genre de trucs. Mais il a pas DR, donc ça c'est compliqué. Ses géos sont moyens. C'est du G11 quoi, c'est pas non plus sensationnel. Bon, par contre, il a les Jawa, donc ça nous fera peut-être un Kylo solo s'il décide de jouer normalement. Donc voilà, il a une escouade de Mandalore. Il a pas Moll. Enfin, il a aucun perso de conquête, à part le Razor Crest 5 étoiles. Donc vraiment, voilà, ces druides séparatistes sont pas non plus sensationnels. Donc là, il n'y a pas de problème. Il a un Watt Tembor, mine de rien, mais c'est pas non plus la fête. Sa CLS n'est pas sensationnel. Il n'a pas de Chou-PO, il n'a pas C3PO. Donc voilà. En fait, c'est un collectionneur, je m'en suis rendu compte, puisqu'il a un Chewbacca Guerre de clones R6. Il a une Full Chrome R6, ER5. Donc voilà. Par contre, il a l'air d'avoir les idées de up. Soldat de l'Empire, puisqu'il a SE forcément, mais il a dû en up d'autres. Voilà, il a le Snow Trooper, très bon IT, il a le Range Trooper, bonne IT, le Stormtrooper R7, c'est pas, c'est particulier, j'ai envie de dire. Mais voilà. Du coup, voilà pour le roster adversaire. En termes de modules, c'est pas forcément glorieux, hein. Je vais vous montrer le perso le plus rapide hors JL. Vous allez voir, c'est pas non plus surpuissant. C'est Padmé, son perso le plus rapide. On est sur du 310. Oh, mine de rien, ouais, c'est pas mal pour une Padmé. Ouais, donc en fait, sa Padmé, c'est sa team la plus puissante. 307 sur le Anakin, ouais, c'est pas mal. Ouais, il a quand même de bons modules. J'ai peut-être été un peu mauvaise langue là. Mais c'est pas non plus surpuissant quoi. Par exemple, ses idées, je peux la CLS s'il a pas en def. Il y a juste la Padmé, mais la Padmé, si je peux utiliser mon JML, donc.
même si elle est puissante en termes de mode. Je peux utiliser mon Revan si je la renforce un petit peu avec mon Yoda. Donc honnêtement, j'avais pas trop peur de cet ennemi, mais bon, c'est un peu le problème que je vous disais, hein, j'ai l'avantage. Donc c'est pour ça que j'ai mis le ballon en défense, hein, il n'a pas de flotte méta, donc forcément ça va pas l'aider. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour la phase d'attaque, donc je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà pour cette phase d'attaque de la GA, donc comme prévu une défense automatique, on peut le remarquer avec Piet et Ahsoka lead. Alors je sais que ça peut être des leads utilisés, mais moi généralement quand je vois des leads un petit peu comment dire, exotiques en premier match, pour moi c'est une des photos et je me trompe très rarement. Donc il y a une GL, donc le SE forcément, puis ensuite on a des teams corrects, mais c'est pas non plus dingue. Parce que c'est pas des leads non plus exceptionnels à chaque fois. Donc le SE, on va s'occuper de son cas en SLKR. Alors faut juste que j'aille dans la bonne catégorie. Hop. Donc là j'ai fait exprès de garder beaucoup en offense parce que je sentais le truc venir. Donc j'ai bien fait, visiblement. On va tenter un full clear quand même. Donc c'est parti, hop. Donc là, je vais tomber le Vador en premier, puisque son massacre implacable peut s'avérer être plutôt puissant. On va faire la même avec la Dark Traya, puisque voilà, c'est Traya, donc elle peut isoler, c'est relou. Et puis ensuite, on va faire un focus de SE, puisque le reste à côté n'a vraiment rien de sensationnel. Et encore que je vais peut-être même les tuer par accident, enfin pas par accident, mais avec les AOE, etc. Donc pas besoin de s'occuper d'eux. Hop, comme ceci. Et il ne reste plus qu'à tomber le SE sans trop de problèmes. Tac, on va se mettre le petit avantage, basique. Hop. Basique, comme ça on lui enlève son malus de speed, enfin son bonus de speed, pardon. On passe en ult, parce que ça sert à rien de le garder. Hop. Et on peut achever l'ennemi comme ça. 74 bannières, puisque j'ai 10 bannières grâce au fait que j'attaque en premier. Donc c'est bien. Donc, en face, on a Hippie, Yoda, Bastila, RJT, Chewie. Ça, on peut envoyer une bonne CLS, histoire de tourshot la petite Bastille. Alors, ça va aller très vite ce match. Je vais tout overkill et puis voilà. C'est juste pour dire que ce match, voilà, c'est la reprise, donc forcément. Hop. La petite Bastille, tac, tac, tac. Si vous arrivez à faire ça alors que vous affrontez un DR, bah, ça peut beaucoup vous aider si vous faites CLS versus DR. Si vous arrivez à défoncer cette Bastille aussi rapidement, c'est good news. Mais bon, généralement, les mecs qui posent DR en défense, c'est qu'ils ont quand même des bons modes dessus. Donc forcément, parce que là, ils sont pas 6E, ces modes, il n'y a vraiment pas grand chose. Là, on est juste là pour exploser ses défenses. Même pas besoin de faire d'efficiency, tant que je full clear, j'ai gagné. Parce que lui, il ne jouera pas de toute manière. Donc voilà. Ensuite, en face, là, on a de la fracture, on a du tank, un peu de dégâts. On peut utiliser un petit Vador. Vador, c'est pas mal, on va pouvoir tester Marajad. Tac. Offense. Tac, tac. Ici. J'ai envie de mettre le petit Tarkin en plus, à la place du pilote. J'ai l'amiral Piet aussi, qui peut être pas mal pour mettre la truc sur Vador. Il y aurait aussi les stacks de pièges de l'empereur. Il y a tellement de possibilités en dernier personnage, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez mettre Piet, vous pouvez mettre Tarkin, vous pouvez mettre le pilote, vous pouvez mettre Moff Gideon. Mais j'ai très envie d'utiliser une full team control ici, pas une team dégâts, mais plus une team control à base de Tarkin qui utilisera son AOE pour réduire le TM en face. Hop, donc là on va mettre un malus de speed, tout ça. On passe en implacable, on va mettre les petites AB blocs qui vont bien sur les bons persos, donc sur Anakin, sur Thrawn pour éviter la fracture, sur lui pour éviter le dispel. Lui on va lui mettre des dots. Basique. On va donner du TM à toute ma team, parfait. On va swap le TM avec Marajad. On va pas faire l'aspect 2. Hop,
On va faire une deuxième AOE. Tac. Et j'ai réduit tout leur TM à 0. Donc là, ils vont toujours pas jouer. Par contre, le Anakin a pu jouer parce que j'avais oublié son tour bonus quand les persos de la République Galactique passent sous un certain pourcentage de santé. Mais honnêtement, là, on n'est pas trop mal. Hop, donc elle a vraiment réduit tout le TM des ennemis à 0, donc ça c'était plutôt cool. Hop, hop, basique. Lui, est-ce qu'il a une AV block? Oui, donc ça le stun, c'est parfait. On va remettre des dots. Là, on peut lama batteuse, parfait. Basique ici. On peut faire ça, hop. Donc ça donne du TM en balle, c'est bien. En plus, elle avait mis le faux pas, donc j'ai réduit son TM encore. Hop. Moi, je fais pas beaucoup de dégâts avec 3 étoiles G8, donc forcément, même avec les stacks de main de l'empereur, là, où elle a 10% d'attaque par stack, vu qu'elle est que G8 pour l'instant, on peut pas dire que c'est une franche réussite. Mais à G13, ça pourra peut-être le faire, je pense. Donc là, on fait une basique, puis yoink. Donc là, je vous ai montré ma rajade G8, ouais, 3 étoiles. Alors imaginez, avec beaucoup plus de speed, avec beaucoup plus de gear, ce que ça pourrait donner. Honnêtement, ça peut être vraiment très très intéressant. Là, ouais, faut peut-être falloir que je booste un peu sa speed, parce que visiblement 240 c'est pas assez. Mais honnêtement, c'est déjà un bon début, quoi, je suis en train de me dire. Là, on va avoir à faire une team avec 2 tanks. Ouais. En fait, j'ai encore tellement de teams que je peux utiliser. Tac, 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 tac. On va utiliser nos BH avec Wattembor, je pense, pour le plaisir. Chasseur de primes. Le IG est en défense, ça marche. Séparatiste, séparatiste, séparatiste. Où j'ai encore ma GL aussi. J'ai encore ma Revan, j'ai encore ma Gas. J'ai encore J'en ai encore sous le pied, quoi. Hop, on va mettre ça sur Bosque. Comme ça, ils auront du mal à pénétrer sa défense. Hop. Massa B-Block, parfait. On va mettre ça sur lui. Vu que je l'ai commencé à le relique, il va faire beaucoup plus de dégâts que Django. Alors que peut-être à une certaine époque, c'était sûrement le contraire. Hop. Faire une masse assist ici. Tac, tac. Les grenades. On continue de travailler le contrat. Hop, je vais mettre une petite roquette pour vraiment réduire sa santé. On va mettre ça sur Django, pourquoi pas. Hop, une brûlure. Comme ça, je réduis sa santé max. Basique. Ouais, ils prennent tous les railleries à tour de rôle. Ils m'ont dispel, ils m'ont réduit un peu le TM de ce fait. Là, je peux mettre une double basique. Non, une seule, parce qu'il n'avait pas de malus. Je crois que c'est comme ça qu'il fait sa deuxième attaque. On va dispel ici, comme ça donne bonus de santé sur tout le monde. Enfin, regain de santé sur tout le monde. Il est invisible, l'autre Saligo, donc je vais être obligé de faire autrement. Je vais donner bonus d'attaque à tout le monde. Basique, il a deux malus, des malus, donc ça me permet de frapper. Basique, hop. Ah, il est pas mal le petit piète là, il s'est bien régène. Je vais lui mettre une petite AB block pour le plaisir. Hop. Je vais dispel Dengar, comme ça s'il y a une masse assist avec Bosque, eh ben il sera invoqué. Comme ceci. Hop. Je vais mettre ça, bon, ouais, ça lui a mis un malus de speed, c'est bien. Donc là mon boss qui est retourné full life, c'est bien. Hop. Petite roquette ici. Basique. Hop. Bon, ils sont relous à réduire mon TM. Basique. Basique. Hop. On va se mettre un petit bonus d'attaque. Et surtout pour avoir la frénésie aussi, c'est bien. Mass assist. Hop. On peut le finir comme ça, très bien. Et on tuer mon Wattembor. Bon, c'est pas grave, hein, comme je vous disais, l'efficiency dans ce match-là, on s'en fiche totalement. Et par contre, il m'a mis la fière avec son AOE, puisqu'il a achevé un ennemi, le Piet. Hop, donc il a infligé la fière, c'est très bien. Lui, je vais l'achever, parce qu'il commence à être relou. Hop, petite stun là, parfait, basique. Hop, j'aimerais le tuer, le Stormtrooper. Petite roquette, parfait. Masse assise sur Doku. En plus, ça le stun, c'est parfait.
Grenade. Hop. Brûlure, comme ça je réduis sa santé max, en théorie. On va la B-block, comme ça pas d'AOE. Basique, pour des assists peut-être. Non, toujours pas. Basique. Roquette. Et parfait. 62 bannières, c'est très bien. Hop. Donc là, on a une Ahsoka avec Barry, c'est pas mal de persos qui font du contrôle, de l'AOE, etc. Je vais envoyer mon DR. Comme ça, je garde pas de mecha, de Gas et JML dans le bac. Je vais sortir la petite Bastille. Hop, et j'enverrai Revan sur la dernière team sur le devant. Je vais faire une escouade réduite, donc on va pas non plus commencer à faire le frileux, n'est-ce pas? Hop. AOE, on va mettre le choc sur tout le monde, ça va être très bien. J'ai envie de tenter une AOE puisque j'ai monté ma Bastille en dégâts. C'était correct, on va dire. Bon, là, il frappe le personnage qui peut se régénérer tellement vite. J'ai one-shot le Sidious puisqu'il a beaucoup de dodge, il régène bien sa santé, etc. On peut mettre des dots, très bien. On va faire ça sur Tarkin, comme ça on le stun. On va le tuer d'ailleurs. Parfait. Basique. AOE, on va mettre le choc. Parfait. Hop, basique ici. Le choc, la foudre furieuse et une basique sur cru. Parfait, 67 bannières. Hop, comme j'ai dit, je vais envoyer Revan sur la dernière. Avec Plo Koon, puisque je commence, je manque de Jedi encore. Plo Koon, il sera peut-être G13 un jour, ça pourrait être intéressant. Je sais pas s'il fait partie des prérequis de GMK, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant. Comme ça me donnerait une bonne occasion de le up un jour. On va tuer le maraudeur, il est R7, vu qu'en face il a SE. Donc on va éviter de se viander contre lui, qui pourrait faire très mal. Le Virs, pourquoi pas. On va le tuer rapidos. C'est pas un personnage qui est vraiment très très résistant. Par contre, là, j'aime pas l'attaque que je me suis mangé. On va donner du TM à tout le monde. On va donner des boosts à tout le monde. On va heal tout le monde. Hop, comme ça, le Plo Koon retourne sous lui. On va tuer la Talzin, parce que visiblement, ça nous a pas réussi de la laisser en vie. On va récupérer les cooldowns sur la méditation de combat. On va tuer le Shui Clone Wars. Il est R6 quand même. C'est un choix un peu particulier de le up, mais bon, pourquoi pas. Chacun fait ce qu'il veut, écoutez. Il a aussi Fulcrum R5, ce qui est intéressant. On va mettre une basique, on va le tuer comme ça, on va pas s'embêter. On va le stun ici, parfait. Basique, basique, voilà. 65 bannières. Donc c'est intéressant. Hop, on a encore clear. On va voir ce qu'il y a derrière, mais c'est en théorie, c'est le restant de ce roster, hein, comme d'hab. Donc il y a la fameuse Fulcrum, justement. Ok. Bon, la team du haut, elle va être plutôt marrante à tomber. La team du bas, on va la tomber en GML, JKL. Hein. Puis on peut mettre quoi d'autre? On peut mettre la Shioda pour l'efficiency. Hop. Hop, hop, hop. Mass Ability Block. Parfait. On va mettre ça sur JKL pour les dégâts. On va aller chercher un petit Mass Stun. Hop. On va mettre ça sur lui. On va tuer Fulcrum. Hop. Tac. On va mettre ça sur lui. Tac. Parfait. Lui, il va tenter un revive, donc je peux le laisser tranquille, je pense. Parfait. Mass Ability Block. J'aurais pas dû. Bon, tant mieux. Je vais mettre ça pour éviter justement une attaque qui pourrait me faire perdre des bannières. On va retuer le Stark derrière. Ce sera très bien. Hop, et il ne nous reste plus qu'à tuer lui. Hop. Parfait. 67 bannières. Oui, du coup, il y a des bannières pour chaque ennemi vaincu maintenant. En plus de la prot et tout ce qui va avec. Donc pourquoi pas, on analysera, faut que je m'en souvienne. On analysera ça juste après. Ouais, du coup, j'avais beaucoup plus qu'il m'en fallait en offense pour lui. Mais bon, pourquoi pas, écoutez. Je préfère mettre plutôt une Ahsoka puisqu'elle va beaucoup assist. Donc 4 va beaucoup jouer. Non, 4 va faire assister Ahsoka. Donc
Enfin, vous m'avez compris. En gros, en ayant Ahsoka, ça va réduire rapidement les délais de Fulcrum, et donc elle pourra faire ses sauts de force. C'est ce que j'essaye de dire depuis un petit peu. Donc là, malheureusement, le stun est assez désavantageux pour moi. Hop, on va aller le tuer comme ça, ce sera très bien. Grâce à eux, parfait. Ouais, c'est vrai qu'elle a des chances de revive, mais bon, c'est pas non plus la mort, quoi. Hop. Ah purée, ils ont vraiment légumisé ma Ahsoka, quoi. Ils lui ont mis le Daze, ils lui ont mis un stun. Ils veulent vraiment pas qu'elle me fasse un saut de force, la petite Cat. Mais bon, on n'est pas non plus sur un gros problème. Parce que, honnêtement, là, en face, ça va pas beaucoup survivre face à mes assauts. Hop, 62 bannières. Bon, 4 c'est toujours moins efficient, hein, puisqu'elle peut pas régénérer sa prot. Et difficilement se protéger. Hop, donc là on va envoyer Gasclone et j'avais encore, voilà, j'avais encore Holben et Shakti pour mettre dans mon GML s'il y avait eu besoin. Je pouvais faire Kylo solo ou Ampa solo encore, comme prévu, donc voilà. Hop, tac tac. On va mettre un peu de TM, on va essayer de tuer la brute rapidos. Ok. Bon, c'est le garde royal qui prend. On va pouvoir stun Grievous et BB8. Oh purée, bon, il y a tellement rien à dire, quoi, en face. La compo, elle est pas non plus opti en face. Et moi, j'ai un Gasclone. Hop. Donc voilà ce qu'il faut faire quand vous rencontrez quelqu'un qui est susceptible de faire une def auto, c'est que vous gardez tout en offense et vous pouvez le raser aisément. Il nous reste les vaisseaux en tout cas, mais vraiment rien de sensationnel. Donc je vais envoyer mon Nego ici. Hop, puis on va mettre Plo aussi en renfort. Puis voilà, j'avais encore le BTL si besoin. Puis après on fera une finalizer avec Dan Molos en renfort, ce sera plutôt cool. Hop. Tac, basique. Hop, ça. Ça. On va viser le Kylo. On va donner du TM ici. On va faire cette capacité, comme ça on touche le mec verrouillé et le silencer. Et ça fait 73 bannières. Paf. Tac. Et en haut, on va faire un finalizer triple vaisseau FO. C'est pas le bon chasseur, c'est celui-là. Et vous prenez le dent de Molos et c'est parti. Malheureusement, je n'ai toujours pas l'étoile. Même avec le calendrier et les events du finalizer. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Peut-être d'ici janvier ou février, je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Les vaisseaux, c'est le truc sur lequel je travaille le plus en ce moment avec le Farm Final Executor et mes étoiles sur le Finalizer. Hop. Hop. Et il faut que je farme aussi les modules 6E des pilotes, ça c'est encore autre chose. Hop. Bon, je vais pas tarder à perdre mon TIE. À moins que. À moins que. Ok, c'est bon. Hop, 68 bagnards, un peu moins efficient, forcément, j'ai une case en moins. Pas moi, mais je veux dire, j'ai un renfort en moins. Oh non, le lapsus. J'ai une case en moins, pourquoi pas. Ah, c'est la fatigue, c'est la fatigue. J'ai une case en moins. Enfin bref, j'ai eu un renfort en moins. Donc forcément, et puis j'ai pris 2 bannières de moins sur le TIE, donc forcément. En tout cas, c'est sur cette belle phrase que je vais conclure mon match. J'espère que ce retour de la grande arène vous hype. On se retrouve très bientôt pour les prochains matchs où je serai moins fatigué, forcément, avec les vacances. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous hype, vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.